Voilà, bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Merci de me rejoindre dans ce webinaire. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. euh, et puis, euh, et puis après, vous pourrez de toute façon poser des questions. Alors, donnez-moi juste une seconde, je dois regarder quelque chose. Voilà, je vais faire ça. On va essayer de faire ça. Hop. Ok, très bien. Je vais faire ça et puis je vais repartager dans 2 secondes. Voilà. Hop. Ok, très bien. Et voilà. Hop, on va démarrer dans 2 secondes. Et je vais faire ça. Je vais arrêter de partager pendant 2 secondes. Et puis je vais relancer la présentation. Hop. Ok, très bien. Voilà. Et on va faire ça. Alors, merci à tous encore une fois de me rejoindre pour ce webinaire. Donc, avant de commencer, je vais faire quelques disclaimers et puis quelques avertissements, comme on dit en français. Et je vais vous expliquer un peu comment on va procéder. Donc, tout ce qu'on va voir là, donc ça va être assez précis, il va y avoir pas mal de détails. Tout ce qu'on va voir là, c'est basé sur mes connaissances, à mon expérience particulière, des discussions que j'ai eues aussi avec des avocats, des comptables. Euh, c'est réputé fiable, hein, les sources que j'ai, mais il peut y avoir entre ce que moi, je pense vous dire, que vous comprenez et la réalité, il peut y avoir un décalage. Donc, si vous avez une question, un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser la question ou à m'envoyer euh, ou à m'envoyer un message, hein, vous aurez mon email à la fin. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Euh, Ensuite, donc ça c'est la première chose. Je vais vous demander de poser toutes vos questions à la fin, hein, que je passe à la présentation, parce que vous allez voir qu'il y a certaines des questions que vous allez me poser, où vous allez avoir les réponses pendant la présentation. Hein, donc attendez la fin. Ne vous inquiétez pas, ce webinaire est enregistré et envoyé à tous les participants, enfin à tous les inscrits. Hein, donc vous recevrez la présentation, vous recevrez le webinaire, il n'y a pas de problème. Vous recevrez tout ça. Hein, donc vous inquiétez pas pour ça. Euh, une des autres, un des autres points. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Parce que là, je vois qu'il y a il y a des gens qui me disent qu'ils m'entendent pas. Donc, si vous voulez bien mettre dans les questions, oui, on vous entend, ça serait bien. Comme ça, je vais vérifier. Ok, c'est bon. Merci. Merci Agnès. Euh, donc, si vous ne m'entendez pas, c'est de votre côté. Ok, merci à vous. Euh, Parfait. Euh, ok, merci. Vous pouvez arrêter d'employer, de dire que vous m'entendez, c'est parfait. Euh, Très bien. Donc, je vais vous montrer l'agenda. On a un agenda assez chargé. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Alors, pour ceux qui ont déjà assisté à un de mes webinaires, hein, j'ai d'autres webinaires, bah, c'est le moment d'aller vous prendre un café, de faire ce que vous voulez, le temps que je me présente. Donc, ça prendra 10 minutes. On n'est pas là pour parler de moi, hein, donc, je vais essayer d'aller relativement vite. Ensuite, on parle de la transmission du patrimoine. Ça va être important, particulièrement si vous retournez en France dans les 3 ans. On va parler santé. On me pose souvent des questions, mais si je retourne en France, est-ce que, même si j'ai pas cotisé, etc., est-ce que je vais être couvert par l'assurance santé? La réponse est oui, mais on va voir les subtilités. Et qu'est-ce qu'on fait de vos actifs aux États-Unis? Les 401k, les ARA, les brokerages à compte, hein, qu'on appelle compte-titres. Tout ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire si vous partez des États-Unis? Ensuite, on va parler de l'immobilier, hein, bien entendu, parce que avec les Français et l'immobilier, hein, pour ceux qui me connaissent, je dis souvent les Français et l'immobilier, c'est une grande histoire d'amour. Donc, on va bien sûr parler de l'immobilier. Hein, on ne peut jamais faire un webinar sur les finances sans parler de l'immobilier.
On va parler des 529. Pour certains d'entre vous, si vous avez un 529, hein, c'est des comptes pour l'université des enfants, on va voir ce qu'il faut en faire si vous partez de France. Ensuite, on part en France. Ensuite, on parlera de l'exit tax, on parlera retraite. Alors, j'ai un webinar spécial retraite. Donc, je vous invite à vous inscrire. Donc, on va survoler la retraite, mais on ne va pas en parler de manière très approfondie parce que j'ai 1 heure et demie, un webinar d'1 heure et demie là-dessus. Tout ce qui est nationalité américaine, est-ce qu'il vaut mieux prendre la nationalité américaine ou pas? J'ai beaucoup de questions là-dessus, donc je vais y répondre. Et tout ce qui est transfert d'argent et les démarches avant de partir, au moment où vous y êtes, etc. Hein, donc on va couvrir tous ces sujets-là. Le webinar va prendre, il y aura à peu près 1 heure de présentation, une demi-heure de questions. Et s'il y a beaucoup de questions, j'ai eu plus de 500, enfin plus de 400, presque 500 inscrits, 490. Donc s'il y a beaucoup de questions, je prendrai le temps qu'il faudra. Hein. S'il faut que ça prenne 1 heure, ça prendra 1 heure pour répondre à toutes les questions. Hein, donc je vais essayer de répondre à toutes les questions. Euh, de toute façon, encore une fois, ce webinaire est enregistré, envoyé et vous sera envoyé. Donc, il n'y a pas de problème. Si j'ai pas le temps de répondre à votre question particulière, euh, on- je pourrais de toute façon, vous pourrez regarder la réponse un peu plus tard. Et puis, si j'ai pas le temps de répondre à votre question, je vous invite à m'envoyer un email pour, euh, pour que je réponde à vos questions. Voilà. Alors, désolé, quand vous me voyez comme ça arrêter de partager, c'est parce que je ne sais pas pour quelle raison ils ont changé le Zoom et donc du coup pour voir les questions et réponses, je suis obligé de faire un exit de ma page, mais c'est pas très grave. Alors, donc d'abord qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, qu'est-ce qui me permet de faire ces webinars, qu'est-ce qui me donne le droit de faire ces webinars, etc. Donc moi, ça fait 14 ans que je suis aux États-Unis, j'ai la double nationalité franco-américaine. Je suis basé à San Francisco, mais je travaille sur tous les États-Unis. Je suis à peu près présent dans une vingtaine d'États, une trentaine d'États maintenant. J'ai aussi quelques clients en France. C'est un peu plus limité parce qu'avec le décalage horaire, hein, 9 heures de décalage horaire, je ne peux pas passer trop de temps avec mes clients en France, donc on va discuter de ça. Mais j'ai ouvert mon cabinet en 2018 avec 2 idées en tête. La première chose, c'était de vraiment me spécialiser dans les questions entre la France et les États-Unis, hein, donc essentiellement pour les Français aux États-Unis, mais aussi et quelquefois pour les Américains en France. Hein, donc, à partir du moment où vous avez un lien avec la France, euh, je suis le conseiller financier qu'il vous faut, a priori. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité. Ensuite, je voulais être complètement indépendant. Donc, je ne vends pas de produits financiers, je ne reçois pas de commission, je suis payé uniquement par mes clients. Donc, que vous investissiez dans ça ou ça, que vous alliez parler à telle personne ou telle personne, je m'en fiche. Alors, ça ne change rien pour moi parce que je suis payé uniquement par mes clients. Alors, ce que je ne fais pas, c'est presque aussi important que ce que je fais. Donc, ce que je ne fais pas, c'est les déclarations de revenus. Ça, ce sont les comptables. Hein, je revois les déclarations de revenus. D'ailleurs, je trouve des erreurs régulièrement. Mais mettre des chiffres dans des cases, ça, c'est plutôt les comptables. Tout ce qui est bilan retraite. Donc, si vous êtes proche de la retraite, vous allez retourner en France pour votre retraite et que vous vous demandez combien je vais recevoir de la Social Security aux États-Unis, combien je vais recevoir de la retraite en France, ça, c'est pas moi qui vais aller appeler la Social Security et la caisse des retraites et faire tous les papiers. C'est des sociétés spécialisées. Donc, par exemple, il y a Relais Retraite ou Nouvelle Vie Retraite. Hein, donc, je vous invite à faire un bilan retraite. Moi, ce que je vais faire, c'est préparer à la retraite. Tout ce qui est gestion immobilière, ça, pareil, alors, je vais discuter avec des clients sur un projet immobilier en France, etc. J'en fais régulièrement. Mais par contre, est-ce qu'il vaut mieux investir à Bordeaux ou à Paris? J'ai une opinion, mais où est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier en général? Ça va faire partie de mon, de mon expertise. Mais par contre, tout ce qui est gestion immobilière, ce qu'il faut remplir ou ça, etc., ça, c'est pas moi qui le fais. Enfin, je fais pas de gestion immobilière, ce sont les agents immobiliers. Et tout ce qui est points sur les marchés boursiers. Alors ça, vous verrez que si vous voyez d'autres webinaires, je fais jamais des points sur les marchés boursiers, dire ah la bourse monte, la bourse descend, ou hein, j'ai pas une boule de cristal qui va me dire, et personne n'en a une, qui dit ah les marchés vont monter, les marchés vont descendre. Hein, donc vous laissez pas avoir. Hein, moi, j'ai un peu un- une approche qui est no bias.
hein. Donc, je ne vais pas dire, ah oui, je sais ce que les marchés financiers vont faire alors que j'en ai aucune idée. Et donc, c'est pour ça que quand je vais faire des investissements avec des clients, on va prévoir les cas où les marchés baissent, on va en discuter, etc. Ce que vous voyez, ça j'aime bien cette image, c'est pour ça que je la mets dans mes webinars, hein. Quand on parle à un conseil financier, en tout cas comme moi, on pense qu'on fait que la partie investissement. Alors qu'en vrai, on fait tout ce qui est à droite, hein, tout ce qui est cash flow, RSU, stock option, estate planning. Hein, j'ai un service d'estate planning. Tout ce qui est retraite, assurance, éducation, optimisation fiscale, enfin, tout ça on fait. Tout ça, on fait. On ne fait pas que des investissements. Les investissements, c'est une partie de ce que je fais, mais tout ce qui est planning financier, c'est aussi une autre partie de ce que je fais. Alors, comment ça se passe le planning financier? Donc ça, c'est valable pour tout le monde, donc pour les gens qui sont dans ce webinaire aussi. Hein, si vous avez encore des questions après ce webinaire, normalement, il ne devrait plus y en avoir beaucoup. Si vous avez encore des questions, vous pourrez faire une consultation payante. Hein, et donc, c'est 400 $ de l'heure, ça comprend les emails avant, les emails après, etc. Et en général, on ne va pas faire tout un plan financier si vous repartez en France dans les 3 ans. On ne va pas commencer à mettre en place des comptes aux États-Unis si c'est pour que vous les fermiez dans 2 ou 3 ans. Après, ça dépend des cas. Mais en tout cas, ce sera pas une consultation payante, c'est des consultations d'une heure. Hein, et je ne facture pas à l'heure. Hein, si on passe une demi-heure, je facturerai une demi-heure. Désolé s'il y a des avocats dans la salle, mais je ne suis pas comme des avocats où l'heure commençait et l'heure facturait. Quelquefois, c'est ça avec les avocats. Donc ça c'est valable pour tout le monde. Si vous avez encore des questions, je vous fais signer un contrat et puis après, je reprécise un certain nombre de choses. Après, j'ai une partie, comme je disais, j'ai une partie investissement, que ce soit dans les 401k ou hors 401k, hein, je peux gérer n'importe quel type de compte. Et là, par contre, pour les gens qui vont retourner en France, parce que malheureusement, je dois filtrer les gens parce que j'ai pas un temps illimité avec les gens qui sont en France. Là, je demande un minimum d'1 million d'actifs à gérer aux États-Unis. Hein, et c'est pour les doubles nationaux. On verra que si vous n'êtes pas en double nationalité, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir vos investissements aux États-Unis. Hein, donc ça, on en discutera. Et je me rends compte que il y a une petite erreur parce que j'ai changé mes tarifs. Donc, voilà, en fait, c'est 2500 plus 1%. Voilà, hop. Voilà, je viens juste de le changer. OK, donc portefeuille 401k ou hors 401k, j'ai différentes possibilités, il y a différentes façons de faire. Je vous laisse regarder ça. Encore une fois, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler des retours en France. Mais voilà, ça va vous donner une idée de comment j'investis rapidement. Donc, on investit dans des actions individuelles. Alors, pas 10 actions individuelles, des centaines d'actions individuelles. Et on va appliquer un certain nombre de filtres. Hein, et donc, vous allez pouvoir investir par rapport à vos valeurs. Ou pas. Hein, c'est vous qui choisissez. Mais on peut investir, par exemple, si vous ne voulez pas investir dans des boîtes qui ont un impact sur l'environnement, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. Et puis, par exemple, voilà des exemples de valeurs. Hein, donc, on va positionner le portefeuille pour suivre ces valeurs. Et ça se fait sans impact sur les performances. Sinon c'est pas top. Alors, je veux pas et ça, je suis très, très clair là-dessus, je veux pas que vous veniez me voir en disant « Ah, Guillaume, il va faire des super performances, etc. » Touche du bois, pour l'instant, ça va. Hein, mais l'objectif, c'est de faire aussi bien que les marchés, au même niveau de risque, ou mieux, après mes frais. Sinon, ce n'est pas du jeu. Hein, donc ça, c'est l'objectif. Après, ce n'est pas du tout une obligation. Ça dépend vraiment des clients. J'ai d'autres webinaires. Donc ça, c'est plutôt si vous allez rester aux États-Unis sur le long terme. Donc, j'ai un webinaire investir entre la France et les États-Unis. Je crois que c'est le prochain, le mois prochain. J'en ai un par mois. Ensuite, préparer sa retraite en tant que Français résident américain. Celui-là, je crois qu'il est en septembre. Et puis après, quelquefois, je fais des webinaires sur des sujets particuliers. Par exemple, j'en ai fait un en début d'année, tout sur les 401k. 1 heure et demie, où on parle que des 401k. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Donc celui-là, je vais peut-être le refaire parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Et puis,
j'aurai probablement d'autres webinaires ad hoc si je vois des questions qui reviennent, par exemple l'éducation des enfants ou des choses comme ça, transmission du patrimoine, enfin, ce genre de choses. Bonne transition. Donc, première chose, transmission du patrimoine. Donc ça va être important parce que donc il y a deux aspects, hein. Il y a la partie US et la partie française et ça va pas se passer de la même manière. Donc, si côté US, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à faire ces 4 documents, hein, pour des questions de transmission du patrimoine. Un living trust, alors il y a les trusts qu'on voit dans les films, il y a des trusts avec des successions et tout ça, et puis les gens se disputent et tout. Non, ça, c'est pas ce type de trust que je fais la plupart du temps. Ce type de trust s'appelle, le type de trust que vous voyez dans les films, c'est pour des gens qui ont un patrimoine individuel de plus de 13,6 millions de dollars, donc 27,2 millions en couple. 27,2 millions de dollars de patrimoine. C'est pas super courant. Ça arrive, mais c'est pas super courant. Donc ça, c'est des trusts particuliers. Pour les autres personnes, on va faire ce qu'on appelle un living trust, hein. Donc le trust, il va s'occuper de vos biens. Il va permettre de les transmettre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement et moins cher. Ce n'est pas un outil fiscal, c'est plutôt un outil de transmission du patrimoine qui évite un certain nombre de frais. Attention, ce trust n'est valable que si vous êtes aux États-Unis. En France, les trusts sont pas reconnus, hein. Donc, si vous partez dans quelques mois, c'est ce que je marque ici, hein, si vous êtes encore aux US pour quelques semaines, quelques mois, ou si vous êtes déjà en France, pas la peine de faire ça. Ça sert à rien, hein. Vous ferez un testament en France. Si vous restez encore quelques années et qu'en plus vous avez des enfants, là, je conseille de faire ça. Donc, un living trust, qui s'occupe des biens, un testament qui va s'occuper des personnes, où est-ce que vous voulez être enterré, qui va s'occuper de vos enfants si vous arrive quelque chose, etc. Médical directive, quelles sont vos volontés médicales si vous êtes dans le coma et que vous ne pouvez pas les donner. Et power of attorney, qui peut prendre les décisions pour vous si vous n'êtes plus capable de les prendre. Vous avez un accident, vous devenez un légume, qui peut prendre les décisions pour vous. Hein, donc ces 4 documents, ils forment un estate planning. Regardez avec votre entreprise. Il y a des entreprises qui ont une legal assistance où vous pouvez le faire gratuitement. Sinon, moi, encore une fois, je propose ce service et c'est 1 500 $ maximum avec un titre de propriété. Il faut transférer la propriété au trust. Mais encore une fois, c'est uniquement si vous allez encore passer quelques années aux États-Unis. Vous passez quelques semaines ou quelques mois, j'irai de manière un peu facétieuse, essayez de ne pas mourir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, ça va poser problème. Mais, mais pas besoin de faire pas besoin de faire ces choses-là. Par contre, une fois en France, vous devez faire un testament avec un notaire. Très important. Et ça, c'est valable si vous partez en France ou dans un autre pays, hein. Toujours faire ce type de papier dans le pays où vous allez être. Une des choses très importantes. Et là, j'ai mis 2 liens, hein, et encore une fois, j'enverrai cette présentation, donc vous pourrez regarder ça par vous-même. À partir du moment où vous devenez résident français, hein, donc vous avez votre résidence habituelle en France, vous êtes soumis à la loi sur les successions françaises, qui dit au-dessus de 100 000 € par adulte par enfant, vous payez entre 5 et 45 % d'impôt sur les successions. 100 000 euros. 100 000 € en France, 13,6 millions de dollars aux États-Unis. Hein, juste pour vous donner une idée. Donc, si vous hésitez, comme ça arrive quelquefois, si vous hésitez, est-ce que ça serait mieux que je sois résident français ou résident américain? En termes fiscal et transmission du patrimoine, résident américain. Donc, même si vous passez moins de 6 mois en France, et là, il y a des chances que vous restiez résident américain. Voilà. Beaucoup plus intéressant en termes fiscaux, en termes de succession, etc. Après, si vous avez des biens immobiliers en France, ces biens immobiliers sont soumis à la loi sur les successions françaises, que vous soyez aux États-Unis ou pas. C'est pour ça qu'en général, faire des projets immobiliers en France, c'est pas génial en termes de transmission du patrimoine. Mais ça, c'est mon avis. Puis en termes de rentabilité, mais ça, c'est une autre question. Alors, encore une fois, toutes les questions que vous posez, j'y répondrai à la fin de la présentation, hein, parce que je me suis rendu compte avec l'expérience que ça coupe le flow si je réponds aux questions directement. Donc, merci de patienter. Je répondrai à toutes les questions à la fin. Alors, maintenant, en termes de santé, comment ça se passe? Donc là, pareil, il y a souvent des choses qui... alors, ouais, je ne l'ai pas dit, mais quand on me dit, ah oui, mais un collègue ou des amis m'ont dit que ça se passait comme ça, etc. Alors déjà, il y a plein de mythes qui circulent.
hein. Il y a des confusions à droite, à gauche sur plusieurs choses. Euh, donc, en général, essayez de vérifier, hein, prenez pas, mais même ce que je vous dis, hein, prenez pas comme argent comptant ce que vos amis ou vos collègues vous disent. Alors, en plus, s'ils sont américains, ils ne savent pas comment ça se passe. Et s'ils sont français, peut-être que pour eux, ça s'est passé comme ça il y a 10 ans, mais ça a changé depuis. Il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Alors, quand vous retournez en France, il va y avoir un délai de carence de 3 mois. Alors, sauf si vous avez cotisé plus de 15 ans en France. Si vous avez cotisé plus de 15 ans en France, il n'y a pas ce délai de carence de 3 mois. Et en général, il va y avoir ce délai de carence de 3 mois où vous ne serez pas couvert par, l'assurance santé universelle en France. Mais c'est uniquement 3 mois. Donc la question c'est, oui, mais si je retourne vivre en France et que j'habite en France et même si j'ai jamais cotisé en France, est-ce que je serai couvert par l'assurance santé française? Oui, la couverture universelle, absolument. À partir du moment où vous êtes résident français, vous êtes couvert par la couverture universelle française, que vous ayez cotisé ou pas. Hein, et c'est aussi pour ça que il y a tous ces débats en France qui disent oui, ces immigrants qui profitent de nos prestations sociales, c'est parce que il y a cet aspect-là où quand on est en France, on couvre tout le monde. Hein, après ces 3 mois de carence. Donc pour ces 3 mois de carence, il y a 3 possibilités. Vous pouvez pour éviter ces 3 mois de carence. Un, vous prenez une assurance internationale qui va vous couvrir pendant ces 3 mois. Deux, vous payez de votre poche, et c'est la France. Hein, donc, c'est pas très cher. On oublie, quand on a vécu aux États-Unis pendant longtemps, on oublie que en France, c'est vraiment pas très cher. Hein, donc, ça, c'est une possibilité. Et après, il y a la CFE santé. Alors, il y a la CFE caisse des retraites qu'on connaît, mais il y a moins, on connaît moins la CFE santé. Donc, il y a une partie de la CFE qui vous permet, si vous allez sur le site de la CFE, la partie santé, qui vous permet de couvrir à 100% vos frais. Ça coûte à peu près, après ça dépend de votre âge, mais autour de 200 euros par mois. Et même quand vous résidez aux États-Unis et que vous allez en France pour vous faire soigner, vous pouvez être remboursé à 100%. Ça, c'est la CFE santé. La couverture maladie universelle, elle s'appelle PUMA en France. Et il y a une taxe qui est faite. Donc, si pendant que vous habitez en France, si vous avez des revenus de l'étranger, vous devez payer ce qu'on appelle la taxe PUMA. Hein, j'ai mis le lien ici, où vous verrez le calcul. Hein, ça commence à 6,5% de vos revenus et puis ça diminue au fur et à mesure. Plus vos revenus sont élevés, plus la taxe descend. Hein, donc, c'est pas excessivement cher. Pas excessivement cher. Donc ça, je vous invite à regarder ces choses-là. Donc, ne vous inquiétez pas, la question santé, c'est vraiment pas un problème. Alors maintenant, euh, vous avez, euh, vous avez passé quelques années aux États-Unis, vous avez des comptes ici ou là. Comment ça va se passer? Alors, ce que je vais vous dire dans les 2 prochains slides, je vois beaucoup de confusion là-dessus. Hein, pourtant, j'ai l'impression d'être clair dans mes webinars, mais quand je reçois des emails, quelquefois, on me pose des questions, on me dit oui, mais tu as dit que l'adresse, etc. Donc, il va y avoir pas mal d'informations. Donc, n'hésitez pas à revoir l'enregistrement, hein, pour être sûr de bien avoir compris les subtilités. OK? Parce qu'il y en a. Il y en a. Donc, je vais séparer 2 choses. Je vais séparer les 401k et les autres comptes. Parce que c'est 2 types de comptes qui ne vont pas être tout à fait traités de la même manière. Les 401k, c'est pas tout à fait traité de la même manière que les autres types de comptes. Donc, pour rappel, les 401k, c'est un compte qui est lié à votre entreprise. Vous n'êtes pas, il n'est pas, si vous quittez l'entreprise, il ne sera pas fermé. Vous n'êtes pas obligé, en 90% des cas, vous n'êtes pas obligé de le changer et de le mettre dans un autre compte. Vous pouvez garder votre 401k. Pour rappel, si vous retirez l'argent avant 59 ans et demi, et si c'était en pré-taxe votre 401k, vous avez un impôt sur le revenu plus 10% de pénalité sur l'argent que vous retirez. Voilà. Si c'est non taxable, si c'est un Roth 401k, vous avez, avant 59 ans et demi, vous avez un impôt sur le revenu, 10% de pénalité, mais uniquement sur les gains. Mon conseil en général, ça va être de garder le 401k. Sauf si vous avez une toute petite somme. Si c'est 10 000, 20 000 dollars, on s'en fiche, vous pouvez le retirer. Mais en général, si vous avez autour de 80 000, 100 000 dollars, ça vaut le coup de le garder. Parce que ça va être taxé aux États-Unis, mais pas taxé en France quand vous retirez l'argent. Donc ça, c'est intéressant parce qu'après 59 ans et demi, vous aurez quasiment aucun revenu aux États-Unis. Donc il n'y aura que le 401k qui va être considéré comme revenu. Donc ça sera une tranche d'impôt très basse. Et ça, ce sera taxé uniquement aux États-Unis, mais pas en France. Par contre, en France, ça rentrera dans le calcul de votre tranche d'impôt. Ça peut augmenter votre tranche d'impôt globale. Mais l'argent ne sera pas taxé, je le répète, ne sera pas taxé en France. Que vous soyez de nationalité américaine ou pas, peu importe.
Hein. Donc, le 401k, taxé aux États-Unis, mais pas en France. Hein. Donc, c'est très, très intéressant d'avoir un 401k. Et vous avez la possibilité de le garder aux États-Unis. Vous pouvez changer votre adresse dans le 401k pour une adresse française. À l'heure où je vous parle, ça n'a aucune conséquence en termes de fermeture des comptes, etc. On verra que ce n'est pas la même chose pour d'autres comptes. Hein, donc, le 401k, très, très important. Maintenant, des autres comptes et l'immobilier. Donc, tout ce qui est ARA, HSC, 529, brokerage à compte, attention, l'institution financière qui a ces comptes-là, si vous changez votre adresse en France, va fermer vos comptes. Sauf peut-être deux institutions, et elles sont potentiellement en train de changer, mais Schwab et Interactive Broker. Ils ne fermeront pas vos comptes. Mais il y a des subtilités. Donc, je le répète, tout ce qui est ARA, HSC, 529 et brokerage à compte, pas 401k, vos comptes seront fermés si vous changez pour une adresse en France. Ils ne veulent pas s'embêter avec des gens qui sont en France. Okay. Choix d'Interactive Broker, pas de problème. Mais vous changez votre adresse chez Choix pour une adresse française. Vous avez toujours la possibilité de garder et de vendre des fonds mutuels, des ETF, des choses comme ça, mais vous ne pourrez pas en racheter à cause d'une directive européenne qui s'appelle MiFID II. Alors, ça ne sera pas possible. C'est pas que c'est pas légal, c'est que c'est bloqué au niveau du trading. C'est bloqué au niveau de la boîte qui va faire le trading. Ils vont avoir une adresse en France, ça ne marche pas. Vous ne pourrez pas, quelquefois on me pose la question, oui, mais est-ce que je peux transformer mon compte en un compte international? Chez Schwab, il y a cette possibilité-là. Pas si vous êtes en France. Si vous êtes en Belgique, oui. Si vous êtes en Espagne, non. Si vous êtes en Irlande, oui. Enfin, ça dépend des pays. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas compris, je comprends pas pourquoi. Pour moi, c'est pas logique, mais en tout cas, c'est le cas. Donc vous ne pourrez plus, acheter des fonds. Par contre, vous pouvez vendre et acheter des actions individuelles. C'est aussi pour ça que quelquefois, juste au cas où, hein, donc on va voir qu'il y a un moyen de contourner ça, mais juste au cas où, c'est pour ça que moi j'achète et je vends des actions individuelles, comme ça pose pas de problème à ce niveau-là. Si jamais, il y a un problème. Alors maintenant, euh, comment, comment on peut éviter ça? Donc, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de garder une adresse physique aux États-Unis. Garder une adresse physique, ça ne veut pas dire acheter un bien. Vous pouvez garder votre ancienne adresse, peu importe si vous y habitez ou pas. Vous gardez votre adresse, et par contre, la mailing adresse, l'adresse courrier, ça, vous pouvez faire une virtual mailbox ou quelque chose comme ça. Ou même une adresse française potentiellement, mais ça pose problème. Donc, une virtual mailbox, si vous voulez garder vos comptes aux États-Unis, une virtual mailbox pour votre adresse courrier, mailing address, pour votre adresse légale ou adresse physique, une adresse américaine, même si vous n'y habitez pas. Ça peut être l'adresse d'amis, ça peut être votre ancienne adresse, peu importe. Du moment qu'il n'y a pas de courrier qui arrive à cette adresse-là. Et dans ce cas-là, vous n'avez aucune limitation. Et alors là, je veux que vous soyez très attentifs à ce que je vais dire, parce qu'il y a souvent des confusions. Ce n'est uniquement que pour l'institution financière. Pour l'IRS, pour l'État dans lequel vous habitez, vous partez en France. C'est uniquement quelque chose de technique pour l'institution financière dans laquelle vos comptes sont. Okay. Très, très important. Le reste, vous êtes reparti en France. Et donc du coup, c'est ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de garder une adresse aux États-Unis si vous voulez garder des comptes aux États-Unis. Alors, après, quel est l'intérêt de garder des comptes aux États-Unis? Alors, quand c'est des comptes retraite, ça a du sens. Hein, parce que si vous retirez l'argent, vous allez être taxé, vous allez avoir des pénalités aux États-Unis. Donc, ça a du sens de garder des comptes. Après, pour tout ce qui est brokerage à compte, etc., quel est l'intérêt de garder des comptes aux États-Unis? Donc, deux cas. Si vous êtes de nationalité américaine, hein, le brokerage à compte, les gains du brokerage à compte, les dividendes, etc., sera taxable aux États-Unis, mais pas en France. 15% ou 23,8% aux États-Unis, 30% en France. Un des cas où avoir la nationalité américaine, c'est mieux. Donc ça suppose de garder une adresse physique aux États-Unis aussi et garder un numéro de téléphone américain. Parce que si vous voulez accéder au compte, il faut que vous ayez un numéro de téléphone américain. Si vous n'avez pas de nationalité américaine, vos brokerages à compte seront taxables en France. Okay, ils seront taxables aux États-Unis et en France.
mais ce que vous payez en France, vous le déduirez de ce que vous payez aux États-Unis et vice-versa. Donc, vous ne serez pas doublement taxé. Vous serez taxé à la plus haute tranche d'impôt des deux pays. 30% en France. HEC, pas taxable aux États-Unis, taxable en France. 529, pas taxable aux États-Unis, taxable en France. Donc, attention à ces comptes-là. Attention à ces comptes-là, si vous n'êtes pas de nationalité américaine et que vous avez un HEC ou un 529, ça sera taxable en France parce que ce n'est pas considéré comme des comptes retraite. Donc, ce n'est pas sous le traité franco-américain. Ça ne fait pas partie du traité franco-américain. Après, si vous gardez de l'immobilier aux États-Unis, les revenus nets imposables aux États-Unis seront imposables en France aussi. Mais encore une fois, pas de double imposition. Souvent, j'entends oui, mais je vais être doublement taxé. Il n'y a pas de double imposition entre la France et les États-Unis grâce au traité franco-américain. Bien sûr, il y a des exceptions, mais elles sont rares. Elles sont rares. Quelquefois, il y a des exceptions, mais elles sont assez particulières. Mais la règle générale, ce n'est pas de double taxation entre les deux pays. Donc, le deuxième problème qui va se poser si vous ne prenez pas la nationalité américaine, donc ça, ce dont je vais parler de l'exit tax, c'est uniquement si vous êtes en green card. Uniquement si vous êtes en green card. Si vous êtes en visa, une nationalité américaine, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Donc, pour les gens qui sont en green card, si vous partez des États-Unis, donc il y a un compteur qui s'est déclenché quand vous avez reçu votre green card. Et attention de la manière dont c'est calculé. Donc, par exemple, vous avez reçu votre green card en 2018. Donc, si vous êtes depuis plus de 8 ans en green card, vous devenez ce qu'on appelle un covered expatriate. 8 ans en green card, ça veut dire quoi? C'est-à-dire 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Au 1er janvier 2025, 8 ans en green card. Si vous partez des États-Unis, vous pouvez être soumis à une exit tax. Mais il y a 3 critères pour voir si vous êtes soumis à une exit tax. Premier critère, vous avez plus de 2 millions de dollars d'actifs mondiaux. Les comptes en France rentrent à l'intérieur, par personne. Donc, quelquefois, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent oui, mais non, mais moi, c'est bon, je n'ai pas d'exit tax. Bah ouais, mais ils ont une maison, une résidence secondaire en France ou une maison qu'ils ont en France, ça compte là-dedans. Et puis, ils ont acheté une maison à San Francisco qui a doublé de valeur sur ces 10 dernières années et ils sont largement au-dessus des 2 millions de dollars. Et donc, ils peuvent être soumis à l'exit tax. Ou alors, vous avez payé plus de 190 000 dollars d'impôts en moyenne sur les 5 années qui ont précédé. Donc, par an, 190 000 dollars. Ça ferait à peu près 600 000 dollars de revenus ou un truc comme ça. Okay, ou alors, vous n'avez pas déclaré correctement vos impôts sur les 3 à 6 dernières années. Il y a eu un problème avec vos impôts, etc. Souvent, c'est ça qui va planter les Français. C'est la troisième. Pourquoi? Parce qu'ils disent ah, moi, c'est bon, j'ai bien déclaré mes impôts. Non, vous n'avez pas déclaré les bons comptes en France. L'assurance vie, ça se déclare de manière particulière. Le PEA, ça se déclare de manière particulière. Tous ces trucs-là, ça se déclare de manière particulière ici aux États-Unis. Et donc, ça, potentiellement, l'IRS peut dire non, non, mais vous n'avez pas bien déclaré ces comptes-là. Donc, vous êtes soumis à l'exit tax. Alors, c'est quoi l'exit tax? Juste parce que vous êtes soumis à l'exit tax, ça ne veut pas dire que vous allez payer quelque chose. Voilà. Et on va voir que déclaration ne veut pas dire taxation. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez payer quelque chose. Comment elle va être calculée? Ils vont vendre virtuellement tous vos actifs. Et ils vont regarder les gains que vous avez fait dessus. Et suivant si c'est des short-term capital gain ou long-term capital gain, ils vont vous taxer comme salaire ou à 18 ou 23,8%. Ou alors comme, voilà, ça c'est long-term capital gain. Et donc ça peut aller de 15% à 37% d'impôt. Mais il y a un abattement de 866 000 dollars sur les gains. Donc, si vous avez fait 500 000 dollars de gains, eh ben, même si vous êtes soumis à l'exit tax, vous ne payez rien du tout. Parce que vous êtes en dessous de 866 000. Si vous faites 1 million, 1 million moins 866 000, vous payez 133 000 ou 134 000 dollars. C'est sur ça que vous allez être taxé. Vous ne payez pas 134 000 dollars d'impôt. Vous êtes taxé sur les 134 000 dollars. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai mis le lien pour ce qui est de l'exit tax. Donc, quelquefois, juste ça, quand j'ai des gens qui ont des RSU, j'ai pas mal de gens qui sont dans la tech, donc ils ont des RSU Amazon, Apple, etc. depuis des années, et s'ils partent, on sait déjà que, et s'ils sont en green card, on sait déjà qu'ils vont payer une exit tax. Et dans ce cas-là, souvent, ils prennent la nationalité américaine avant de partir. Pas seulement pour des raisons fiscales, mais aussi parce qu'on ne sait jamais, ils veulent peut-être rentrer aux États-Unis un jour,
Et puis leurs enfants ou leurs femmes ou leurs maris sont américains. Donc il y a d'autres raisons que l'exit tax pour prendre la nationalité américaine. Hein. Et on le reverra un peu plus tard sur la nationalité américaine. J'en reparlerai un peu plus tard, les avantages et les inconvénients, parce que c'est quelque chose, c'est une question qu'on me pose souvent. Hein. Donc j'ai un slide où on discutera de la nationalité américaine. Alors, avant ça, en termes de retraite. Donc ça aussi, c'est une question qui revient. On dit, ah oui, mais j'ai travaillé aux États-Unis, est-ce que c'est perdu? Ah, et quand je vais rentrer en France, est-ce que je vais avoir une retraite? Etc. Alors, euh, et là, c'est encore une fois, j'ai tout un webinaire sur la retraite, donc je vais donner les grandes lignes. Je vais donner les grandes lignes, il y a plus de choses à dire, etc. Mais ça sera pour mon webinaire retraite. Donc, il y a deux types de retraite, que ce soit aux États-Unis ou en France. Hein. Donc, déjà, on va clarifier ça. Il y a la retraite par répartition et la retraite par capitalisation. La retraite par répartition, en France, c'est ce qu'on appelle la retraite. Hein, c'est la caisse des retraites, etc. La CFE, c'est la retraite par répartition. Ça veut dire que ce que vous payez, la GIRC-LARCO aussi, ce que vous payez, euh, ce que vous payez ce que vous payez actuellement pour la retraite, paye pour les retraités actuels en France. Hein. Euh, on a la même chose aux États-Unis. Si vous avez payé, sauf cas particulier encore une fois, mais dans la majorité des cas, si vous avez payé des impôts aux États-Unis, vous avez cotisé à une retraite américaine. Ça s'appelle la Social Security. Donc là, il y a pas mal de confusion. Hein, la sécurité sociale en France, c'est la santé. La Social Security aux États-Unis, c'est la retraite. Hein, et dans votre tax return, vous avez une partie Social Security. Ben, ça, c'est une retraite américaine. Donc, vous aurez une retraite américaine. Alors, souvent, j'ai des gens qui disent, ah non, mais moi, j'ai pas cotisé. Alors, mais si, vous avez cotisé, vous ne le saviez pas, mais vous avez cotisé. Ça, c'est la retraite par répartition. Après, la retraite par capitalisation, c'est ce qu'on connaît mieux ici aux États-Unis, un 401k, ARA, etc. Mais on fait la même chose en France. Assurance vie, PEA, etc. Sauf que ce n'est pas des comptes retraite. Pas considérés comme des comptes retraite, l'assurance vie et le PEA. C'est des comptes qu'on utilise comme des comptes retraite, mais en théorie, ce n'est pas vraiment des comptes retraite. Hein. Mais l'assurance vie, PEA, c'est une retraite par capitalisation aussi. Vos trimestres, la bonne nouvelle, c'est que vos trimestres aux États-Unis comptent pour le nombre de trimestres en France. Alors, il y a plein de confusion, plein de confusion. Euh, et je sais que c'est difficile. Hein. Donc, il y a deux choses à regarder quand on parle des retraites. Il y a combien de trimestres vous devez avoir pour avoir une retraite pleine et combien vous allez recevoir. Et ça, quand on est en France, ben, c'est la même chose. Quand on est à l'étranger, c'est pas pareil. Hein. Le nombre de trimestres, il vous faut 172 trimestres, 43 ans, si vous êtes né après 1973, pour avoir une retraite pleine en France. Aux États-Unis, c'est 35 ans. Si vous avez le nombre de trimestres, donc si vous avez travaillé 5 ans aux États-Unis, ça compte, ces 5 années, elles comptent pour le nombre de trimestres en France. Donc il ne vous faut plus 43 trimestres en France, il vous en faut 38 pour avoir une retraite pleine, pour qu'ils calculent une retraite pleine. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et vice-versa, vos trimestres en France comptent pour toucher une retraite pleine aux États-Unis. Mais ça, c'est en termes de temps. Maintenant, c'est là qu'il y a des confusions. En termes de montant, là, ça va être au prorata. Vous avez travaillé 5 ans aux États-Unis, vous avez travaillé 38 ans en France, vous avez le droit à une retraite pleine, mais vous n'allez pas recevoir 43 ans de retraite pleine. Vous allez recevoir 38 43e d'une retraite pleine. Pourquoi 38 43e? Parce que vous avez travaillé 38 ans en France. Donc, en termes de valeur, en termes de montant que vous allez recevoir, les 5 années aux États-Unis, elles ne comptent pas dans le montant que vous allez recevoir pour la retraite en France. Par contre, côté américain, vous allez travailler plus de 35 ans en tout, donc ils vont vous calculer une retraite pleine, mais vous allez travailler que 5 ans aux États-Unis, vous allez recevoir 5 35e d'une retraite américaine, petite retraite américaine. Okay, donc ça, il y a beaucoup de confusion, mais plus d'infos dans mon webinaire retraite. Et si vous me posez des questions à la fin sur la retraite, il y a quelques fois où je vais vous expliquer ça rapidement, mais les vraies réponses, vous les trouverez dans mon webinaire retraite quand je vais en parler. Alors maintenant, la nationalité américaine. Contrairement à ce que un tel m'a dit, ou j'ai des collègues qui m'ont dit ça, ou j'ai des amis qui m'ont dit ça, mais attends, prends pas la nationalité américaine, tu vas être taxé aux États-Unis. Non, 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 non. Mais même, il y a des avocats qui disent ah oui, mais non, il ne faut pas prendre la nationalité américaine. Non, il y a des avantages fiscaux à prendre la nationalité américaine. Il ne faut pas croire que c'est déclaration ne veut pas dire taxation. Souvent, il y a une confusion. On dit
parce que vous devez déclarer vos revenus aux États-Unis, ça ne veut pas dire que vous allez être taxé sur vos revenus aux États-Unis. Hein. Encore une fois, il y a un tax treaty, un traité franco-américain qui vous évite la double taxation. Donc, il y a deux gros avantages à avoir la nationalité américaine. Premier avantage, c'est la possibilité d'aller venir entre la France et les États-Unis, décider de repartir, etc. C'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que les investissements financiers, pas immobiliers, financiers aux États-Unis sont taxés aux États-Unis, mais pas en France. Comme je l'ai dit un peu avant, 15% aux États-Unis, 30% en France. Ça, c'est valable pour RSU, c'est valable pour brokerage à compte, c'est valable pour tout ça. Taxé aux États-Unis, mais pas en France quand vous êtes de nationalité américaine. Inconvénient, déclaration d'impôt tous les ans. Vous devez faire de la paperasse tous les ans. Toujours la même chose. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Mais déclaration ne veut pas dire taxation. Juste parce que vous déclarez des choses aux États-Unis, ça ne veut pas dire que vous allez être taxé aux États-Unis. Par contre, tout ce qui est non taxable dans un pays devient taxable dans l'autre, potentiellement. Hein, donc, par exemple, tout ce qui n'est pas taxé en France, presque tout. Encore une fois, il y a des exceptions et je vous parlerai de l'exception. Ce qui n'est pas taxé en France est taxé aux États-Unis. Tout ce qui est assurance vie, PEA, PE, livret A, tout ça, ça doit être déclaré aux États-Unis et c'est taxable aux États-Unis. Donc, si vous ne l'avez pas fait, bah, vous êtes en infraction avec l'IRS. L'assurance vie, ça se déclare de manière très particulière. Le PE aussi. C'est comme PFIC, Passive Foreign Income Corporation, aux États-Unis. Plus d'infos sur les investissements, etc., dans mon webinaire investissement. Et donc, toutes ces choses-là, si vous êtes de nationalité américaine, il ne faut absolument pas les faire en France. Sinon, il y a des grosses conséquences aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut faire en France? Immobilier et PERIN, plan d'épargne retraite individuel. Parce que ça, c'est un plan d'épargne retraite, donc soumis au traité franco-américain, donc pas taxable aux États-Unis. Sinon, la majorité de vos actifs quand vous êtes de nationalité américaine doivent rester aux États-Unis. Doivent rester aux États-Unis. Il ne faut surtout pas utiliser tout ce qui est assurance vie, etc. Alors maintenant, en termes de transfert d'argent, alors pareil, j'entends tout et son contraire. Oui, mais je suis limité à 10 000 $. Oui, mais etc., etc. Non, vous n'êtes pas limité à 10 000 $. Ces histoires de 10 000 $, c'est si vous prenez une valise de billets dans l'avion et que vous allez en France avec. Là, si c'est plus de 10 000 $, ça va poser problème. Si vous faites un transfert, donc là, j'ai mis deux types de boîtes que mes clients utilisent et que j'utilise moi-même. Hein. Moi, j'utilise Wise. Donc, Wise ou FX, en général, ça marche bien. Ne jamais, jamais transférer de banque à banque. Jamais. Hein. C'est le plus cher. C'est le plus cher, même si vous dites, ah ben non, mais moi, j'ai pas de frais. Ah, si, en fait, les frais, ils sont juste cachés dans le taux de change. Ah, et donc c'est ça où il va falloir faire attention. Il n'y a pas d'impôt sur les transferts. Quand vous transférez d'un pays à l'autre, c'est comme si vous transférez d'une banque à l'autre. Quand vous faites un virement d'un compte à un autre, il n'y a pas d'impôt. Là, c'est pareil, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas de contrôle particulier. C'est-à-dire que l'IRS ou le fisc français ne va pas frapper à votre porte, va dire d'où ça vient, c'est 1 million. Ils peuvent très bien voir d'où ça vient. Tout est au format électronique. Hein, et je parle en connaissance de cause parce que j'ai travaillé pour Tracfin en tant que consultant quand j'étais en France en 2009, il y a longtemps. Hein, donc je vois qu'ils ont accès à toutes les transactions, etc. Et puis ils peuvent tracer les choses très très, très facilement. Hein, donc il n'y a pas de limite de transfert particulier, ou alors c'est très haut. Hein, on peut transférer des millions de dollars, il y a pas des millions d'euros, il n'y a pas de problème. Et après on me dit oui mais Guillaume, le taux de change il est bon, ou le taux de change il est mauvais, ou ta. On s'en fiche. Contrôlons ce qu'on peut contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler le taux de change. Et vous ne savez pas si le taux de change est bas ou haut. Parce que ça, c'est par rapport à dans un an ou dans. Ouais, par rapport à il y a un an, peut-être. Mais par rapport à dans un an, ça peut être pire ou mieux. Personne ne sait. Donc, on s'en fiche du taux de change. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Ce que vous pouvez contrôler, c'est où est-ce qu'on investit l'argent, où est-ce qu'on va le placer, est-ce qu'il dort. Hein. Donc, j'ai des clients, quelquefois, ils ont attendu 2 ans pour que le taux de change soit meilleur. Et ben, pendant 2 ans, leur argent, il n'a rien fait. Et donc, en essayant de gagner quelques pourcents en taux de change, en fait, ils ont perdu à cause de l'inflation. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Donc, on s'en fiche du taux de change. Voilà, pour résumer. Après, il y a un certain nombre de démarches. Hein, et j'ai rajouté l'impatriation parce qu'à chaque fois, je l'oublie. Si vous repartez en France ou si vous voulez partir en France, il y a le système de l'impatriation où c'est une entreprise française qui vous embauche pour venir en France. Et là, vous pouvez avoir des réductions de vos impôts jusqu'à 50%. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire. Mais si un groupe français, hein, que ce soit Apple France
ou que ce soit une entreprise française vous embauche et vous fait venir des États-Unis, vous avez des réductions d'impôts. Donc, regardez ce régime-là, c'est pour ça que j'ai mis le lien, regardez ce régime-là. Après, j'ai mis quelques autres liens, c'est assez bien fait. Il y a un questionnaire, le fisc français a un questionnaire en ligne où vous répondez à un certain nombre de questions et ils vont vous donner les démarches exactes. Pour avoir une carte vitale, pour vous inscrire au chômage, pour faire ci, pour faire ça. Donc, tout ça, ça va être, ça va être lié au fisc français et ça va vous donner exactement les démarches à faire. Ensuite, ça, c'est plus bah, si votre conjoint ou conjointe est américain, etc., ça peut aider, c'est en anglais. C'est pour expliquer un petit peu comment ça se passe en France, quel est le système, etc. Hein, donc ça, c'est pas mal. Et puis, s'il y a un doute sur votre résidence fiscale, si vous voulez qu'il n'y ait aucun doute sur votre résidence fiscale, vous pouvez faire un sailing permit. Hein, donc, vous indiquez à l'administration américaine que vous partez définitivement des États-Unis. Et là, vous prenez date. Hein, comme ça, si jamais il y a des histoires de voyage, d'aller-retour, etc., et que vous n'êtes pas sûr à quelle date l'administration américaine va dire que vous êtes résident fiscal ou pas, vous faites ce permis. Hein, j'ai mis le lien, vous verrez l'explication. Et là, c'est officiellement votre date de départ des États-Unis. Ce n'est pas obligatoire, et j'ai assez peu de gens qui le font, mais ça peut aider quelquefois. Hein, et puis enfin, si vous rentrez à Paris et si vous avez besoin d'aide dans les démarches, etc., il y a Delphine Brière qui propose de faire toutes les démarches, eau, électricité, enfin tous ces trucs administratifs pour vous via son site web. Hein, donc pas mal de choses à faire ici. Alors, je vais répondre aux questions maintenant. Je vais arrêter de partager mon écran. Je vais répondre aux questions. Si j'ai pas répondu, j'ai pas eu le temps de répondre à vos questions. Si vous avez des questions supplémentaires, dans la limite du raisonnable, m'envoyez pas 10 questions, s'il vous plaît. Guillaume@wefinancial.com. Ça arrive directement à moi. Aucun filtre. Vous me parlez directement. Et j'essaie de répondre très rapidement. Donc, si vous n'avez pas de réponse en général de moi dans les 24 heures, c'est que soit c'est tombé dans mes spams, mais dans ce cas-là, vous aurez une réponse au bout de 2-3 jours, soit que j'ai pas reçu votre email. Hein, donc, en général, je réponds dans les 24 heures, quel que soit le nombre d'emails. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Encore une fois, une, deux, trois questions, c'est bon. Pas 10 questions. S'il y a 10 questions, on fera une séance, hein, s'il vous plaît. Voilà, je vais arrêter de partager mon écran et puis on va aller regarder les différentes questions qu'il se pose. Alors, ok, voilà. Alors, si vous me posez une question, en général, indiquez-moi si vous êtes en double nationalité ou pas, parce que ça va être important pour mes réponses. Hein, si vous êtes en double nationalité, je vais peut-être pas répondre. Je peux peut-être pas répondre de la même manière. Alors, première question, les lois de succession européennes ne s'appliquent pas. Si vous êtes résident français, les lois de succession européennes, françaises, hein, s'appliquent. Hein, mais c'est la loi française qui est supposée être en accord avec les lois sur les successions européennes. Mais c'est la loi française, c'est la loi de votre pays de résidence. C'est important de faire des trust wills, même si on est une situation simple, marier un enfant, qu'on veut juste tout transmettre à notre enfant, est-ce que la loi américaine normale ne s'applique pas? Alors, oui, c'est important. C'est important pour plusieurs raisons. Donc, et ça, c'est suivant votre état aussi. Le trust, si vous n'avez pas de trust, votre patrimoine, que votre situation soit simple ou pas, votre patrimoine passe par un process de probate qui, par exemple, en Californie, peut prendre de 18 à 24 mois et coûter 5 à 10 de votre patrimoine. Avec un trust qui est juste un bout de papier où vous dites voilà comment je veux que mon patrimoine soit transmis, ça coûtera 1 à 2 et ça prendra 6 à 8 semaines. Beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Donc, il n'y a pas photo. Faire un trust, c'est bien. Un will, très important si vous avez un enfant. Si vous mourrez tous les deux et que votre enfant est aux États-Unis, c'est un juge américain qui va décider qui va garder votre enfant. Vous dites, ah bah non, mais c'est évident, ça va être quelqu'un en France. Non, le juge américain peut très bien dire, non, mais cet enfant, il a une nationalité américaine, il n'est pas question qu'il aille en France. On va le mettre dans une famille d'accueil. Hein, cet enfant, il a vécu toute sa vie aux États-Unis, c'est pas dans son meilleur intérêt d'aller en France.
et ben, le juge américain va le mettre dans une famille d'accueil. Donc absolument indispensable. Indispensable pour n'importe qui. N'importe qui. Et c'est urgent quand vous avez un enfant. C'est important. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est important. C'est pas forcément urgent. Y a-t-il un avantage à garder la nationalité américaine avec une adresse permanente en France? Donc, Hélène, je pense que j'ai répondu à cette question quand j'ai parlé de la nationalité américaine. Donc, oui, il y a un avantage fiscal. What happened to the money when the HSA is closed following an address change? Alors, et désolé si je sais que je réponds toujours en français, hein, même si vous me demandez la question en anglais, je réponds en français, comme ça je suis sûr que tout le monde comprend. Donc, si le HSC est fermé, vous avez 20% de pénalité plus un impôt sur le revenu, sur l'argent que vous retirez. L'argent que vous retirez d'un HSC avant 65 ans est soumis à un impôt sur le revenu et aux 20% de pénalité. Quelles conséquences si on ferme un HSC? Donc ça, je viens d'y répondre. Peut-on passer moins de 183 jours en France et éviter de déclarer sa résidence fiscale, évitant ainsi l'imposition des revenus passifs et actifs américains? Peut-on passer moins de 183 jours en France et éviter de déclarer sa résidence fiscale, évitant ainsi l'imposition des revenus passifs et actifs américains? Si vous, à partir, enfin, la question est bizarrement formulée, mais si vous passez moins de 183 jours en France, oui, vous ne serez pas considéré comme résident français, donc oui, ça évite la taxation de la France. Hein, l'histoire des 183 jours, donc ça, il faut faire un petit peu attention. 183 jours, c'est, je dirais, le côté mathématique des choses. Après, vous pouvez passer plus de 183 jours en France et toujours pas être considéré comme résident français. Comment? Parce que vos centres d'intérêt sont aux États-Unis. Enfants, famille, maison, et vous passez plus de 183 jours en France, vous pouvez potentiellement toujours être considéré comme résident fiscal américain. Donc ça, il faut le savoir. Après, c'est plus dangereux. Quand c'est moins de 183 jours, il n'y a pas de problème. C'est plus de 183 jours, c'est là que ça devient délicat. Si j'ai la double nationalité, ma femme, que la green card, c'est la taxe sortie ou pas? Oui. Donc votre femme, elle rend sa green card ou elle perd sa green card parce qu'elle est partie, ils vont regarder son patrimoine. Si c'est moins de 2 millions de dollars, pas d'exit tax. Ou s'il y a les autres raisons. Mais absolument. Le fait qu'elles soient en green card, c'est ça qui pose problème. C'est pour ça qu'en général, je conseille pour les gens qui sont en green card de prendre la nationalité américaine ou de rendre leur green card avant les 8 ans. Mais oui, et si vous avez des conjoints, et ben là, c'est compté. Potentiellement, si vous êtes tous les deux en green card et que vous avez tous les deux des conjoints, c'est compté double. Hein. Donc, il faut faire attention. Il y a des moyens de contourner l'exit tax. Hein. Quand il y a une green card et une personne de nationalité américaine, on va transférer, et s'il y a plus de 2 millions de dollars côté de la personne qui a une green card où il y a beaucoup de plus-value, des RSU, etc., on les transfère sous le nom de la personne qui a la nationalité américaine, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Peux-tu répéter comment sont calculées les dates pour l'exit tax? OK. Donc, c'est la date de la green card. Peu importe que la green card ait été reçue au 1er janvier ou au 31 décembre de l'année de votre green card. Donc, comme je vais reprendre l'exemple, là, imaginons que vous ayez reçu votre green card en 2018, peu importe que ce soit le 1er janvier ou 31 décembre. 2018, on va compter 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, c'est cette année. Au 1er janvier 2025, boum, 8 ans en green card. 1er janvier 2025. Donc, pour tous les gens qui sont en green card ici, qui ont la green card en 2018, dans les 6 prochains mois, il faut vous poser la question, est-ce que je prends la nationalité américaine ou pas? Est-ce que je vais être soumis à l'exit tax ou pas? Ce genre de choses. À réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de prendre la nationalité américaine, mais se pose la question, si vous partez après le 1er janvier 2025 en France, se pose la question, est-ce que vous allez être soumis à l'exit tax? Et est-ce que vous avez payé l'exit tax? Parce que n'oubliez pas qu'être soumis à l'exit tax, ça ne veut pas dire payer l'exit tax. Il faut avoir faut avoir plus de 866 000 dollars de gains. C'est pas tout le monde non plus. Donc, quelles conséquences si on ferme un HSC? Ça, j'y ai répondu. Euh, alors, double citoyenneté. Est-ce que j'ai des détails sur Bruxelles
4. Donc Bruxelles 4, c'est quoi? Juste pour info, c'est une série, de règles qui, de règles sur les successions pour, euh, au niveau européen. Donc, qu'est-ce que vous avez des détails pour Bruxelles 4? C'est trop vague comme question pour que je vous réponde. Quel genre de détails? La loi européenne sur les successions, qui a été implémentée en France, c'est juste qu'on peut choisir le pays. Donc, par exemple, quand vous faites un testament en France, vous pouvez choisir la loi qui s'applique. Donc, ça peut être la loi française ou la loi américaine. Mais c'est une loi civile, pas fiscale. Donc, si vous dites dans votre testament, je veux que ce soit la loi américaine qui s'applique, ça ne veut pas dire, ça ne change rien sur le niveau de transmission du patrimoine, etc. C'est juste qu'ils vont demander aux États-Unis, voilà, quelles sont les règles, etc. C'est tout. Donc, il n'y a pas de, c'est pas une loi fiscale. Can you be a resident in France and keep fiscal residence in the USA when you have both nationalities? Non. Si vous êtes résident en France, vous êtes résident en France. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs pays de résidence. C'est pas possible. Vous êtes résident de l'endroit où vous habitez habituellement. Pour la retraite, est-ce que les États-Unis reconnaissent les trimestres UK et Autriche? Ah oui. Donc ça, une chose que j'ai pas dite parce que je le dis dans mon webinaire, une chose que j'ai pas dit parce que je le dis dans mon webinaire sur les retraites, c'est que si vous avez travaillé dans plusieurs pays, en général, vous allez devoir en choisir 2. Il y a des exceptions. Donc, est-ce que les États-Unis reconnaissent les trimestres UK et Autriche? Potentiellement. Il y a probablement. Il y a un traité autrichien américain, il y a un traité anglais américain. Mais moi, je suis spécialisé sur la France, donc je ne connais pas le traité autrichien, je ne connais pas le traité anglais, mais à mon avis, oui. Comment on obtient une adresse virtuelle? Tapez Virtual Mailbox sur Google et vous allez avoir plein de choix. iPostal, Mailbox, quelque chose, virtualmailbox.com, très très facile. Donc pas une PO Box, une Virtual Mailbox, c'est mieux. Avoir un Living Trust peut-il poser un problème vis-à-vis de l'administration française? Non, c'est juste pas reconnu. Ça pose pas de problème, c'est juste pas reconnu. C'est tout. C'est juste comme si ça n'existait pas. Si vous êtes... Oh, quelqu'un qui a mis tout en capital. Donc, je ne vais pas le dire en criant, mais si vous êtes américain et que vos biens sont aux USA, payez-vous des impôts de succession. Si vous êtes américain et que vos biens sont aux USA, payez-vous des impôts sur les successions. Ça dépend de votre pays de résidence. Si vous êtes résident français et que vous avez des biens aux USA, absolument, vous payez un impôt sur les successions en France, sur vos actifs mondiaux. Quand vous partez, quand vous devenez résident français, c'est sur vos actifs mondiaux. Après, si vous êtes aux États-Unis, il n'y a pas d'impôt sur les successions individuellement jusqu'à 13,6 millions de dollars. Donc, non, il n'y a pas d'impôt jusqu'à 13,6 millions de dollars aux États-Unis. Ma femme et moi ont tous les deux la double nationalité française et américaine. Nous avons des enfants. Si nous habitions en France et un de nous meurt, est-ce que le ARA de celui qui meurt passe directement au conjoint ou est-ce que c'est partagé selon les règles françaises entre conjoint et enfant? Normalement, c'est partagé entre les règles françaises entre conjoint et enfant. Mais vous pouvez indiquer potentiellement dans le testament que c'est la loi américaine qui s'applique. Comment ça va marcher le calcul des droits de retraite pour une personne française et américaine qui a été self-employed pendant plusieurs années? Même chose que si vous étiez employé. Quand vous êtes self-employed, vous avez payé la Social Security. Donc, il n'y a pas de différence que vous soyez self-employed ou pas. Vous avez cotisé à la Social Security aux États-Unis. Donc, ça changeait, votre trimestre compte, enfin, tout compte. Voilà. Ok, Guillaume. Un autre Guillaume, France uniquement. J'ai entendu que lors d'un transfert de ses actifs sur un gros montant dans une banque française, la banque peut bloquer les fonds le temps de faire des vérifications sur la provenance. Oui, ils peuvent. Cela pourrait prendre des mois. Est-ce vrai? Si oui, comment éviter ce blocage de fonds? En général, enfin, j'ai pas entendu parler, encore peut-être une légende urbaine, ou peut-être que ça arrivé à quelqu'un, mais non, non, j'ai jamais vu des fonds bloqués. Les banques, enfin, ça devait être dans un cas très particulier parce que les banques bloquent pas les fonds. Elles veulent avoir vos fonds le plus rapidement possible. Et puis, de toute façon, si ça passe par Wise, Wise va vous demander une vérification. Il va vous demander, tiens, d'où viennent ces fonds? Vous envoyez un statement bancaire et il n'y a pas de problème. Ils savent d'où viennent les fonds et il n'y a pas de souci.
Après, si les fonds viennent d'un pays, s'ils viennent des États-Unis, il n'y a pas de problème. S'ils viennent d'un autre pays, là, ils peuvent bloquer. Donc, pour moi, j'ai jamais entendu ça. Enfin, j'ai jamais eu l'expérience d'un blocage de fonds particulier. Français, américain. Pour les retraites US, c'est pas 40 quarters ou 10 ans pour Social Security, Medicare. J'ai eu 35 ans sur la slide. Les 10 ans, c'est pour, encore une fois, j'ai toujours cette question-là, je devrais la prévenir. On s'en fiche des 10 ans. Encore une fois, les trimestres travaillés à l'étranger comptent. Donc les 10 ans, les 10 ans, si vous avez travaillé 10 ans en France, vous avez les 10 ans. Donc non, il n'y a pas de. Ouais, 35 ans, c'est retraite pleine. Les 10 ans, c'est pour bénéficier d'un petit quelque chose. Les 10 ans minimum de travail, c'est pour bénéficier de quelque chose. Les 35 ans, c'est pour avoir une retraite pleine. Bonjour, quid des conséquences fiscales US en cas de vente du logement principal américain en cas de retour en France? Si vous, donc, quand vous vendez votre résidence principale aux États-Unis, pour que ce soit considéré comme votre résidence principale, il faut y avoir habité 2 ans dans les 5 dernières années. À partir du moment où vous y avez habité 2 ans dans les 5 dernières années, quand vous revendez votre résidence principale aux États-Unis, il y a un abattement en couple de 500 000 dollars et en individuel, hein, si vous n'êtes pas en couple, c'est 250 000 dollars. Au-dessus de ça, vous payez capital gain. Okay, et donc ça, c'est côté américain. Rien de spécial côté français, c'est votre résidence principale. Enfin, c'est considéré comme votre résidence principale. Donc il n'y a pas d'impôt au côté français. De nationalité française uniquement, après retour en France et ayant laissé son 401k aux US, faut-il garder un checking account US pour récupérer l'argent lors du déblocage? Non, c'est pas la peine. Ils peuvent envoyer un chèque à n'importe qui, ou ils peuvent vous envoyer sur un compte, ou vous pouvez ouvrir un compte en euros, un compte en dollars sur wise.com. Puis d'ici à ce que vous soyez en retraite, potentiellement, il y aura d'autres solutions. Si vous êtes américain et résident en France et vôtres, que les vôtres sont aux USA, êtes-vous imposé en France? Si vous êtes américain et résident en France et que les vôtres sont aux USA. Donc, quand vous dites que les vôtres sont aux USA, vous voulez dire votre famille ou euh, si vous êtes résident en France, vous payez des impôts en France, a priori. Hein. Après, encore une fois, j'ai dit, ça c'est si vous avez la majorité de vos centres d'intérêt aux États-Unis, il y a peut-être la possibilité de dire non, non, mais en fait, j'habite en France, mais en vrai, ma résidence habituelle, c'est les États-Unis. Potentiellement, on arrive dans une zone subjective. Donc, vous pouvez potentiellement discuter avec les autorités fiscales françaises, mais en général, elles vont dire non, non, vous êtes résident principal, votre résidence habituelle, c'est la France. Vous êtes résident français, vous payez des impôts en France. Si je fais un will aux US, je suis française, enfant est américain, que je déménage en France, est-ce que le will sera toujours valide? Non. Ou bien vous recommanderiez d'en refaire un autre, un notaire en France? Il faut en refaire un autre en France. Il a une certaine validité légale, mais il ne suit pas les mêmes formes légales qu'un testament en France. Il n'est pas dans la base de données des notaires. Donc, non, faut refaire quelque chose en France. Quel est le coût d'un transfert d'argent sur Wise ou FX? Ça dépend de la somme. Hein, vous pouvez faire gratuitement, sans même vous inscrire, vous pouvez faire un devis sur Wise. Est-ce que Fidelity ferme vos comptes? Alors là, oui, ça c'est sûr. Alors, Fidelity, vous pouvez même pas leur dire, dès que vous leur dites je suis en France, là, ils ferment vos comptes en direct. Fidelity, c'est les pires. Ah, donc, eux, il ne faut surtout pas leur dire que vous partez en France. Ah, eux, ils ne gèrent pas du tout la partie française. Mais alors, pas du tout. Déjà, c'est difficile pour Schwab et Interactive Brokers, mais alors Fidelity, Vanguard, etc., c'est plus la peine. Avec une carte verte, et si on passe moins de 183 jours en France, y a-t-il un avantage de prendre la nationalité américaine versus garder la carte verte? Non, non. Il n'y a pas d'avantage particulier. Mais pourquoi garder une carte verte si vous pouvez prendre la nationalité américaine? Tôt ou tard, ça posera problème. Tôt ou tard, enfin, si vous partez des États-Unis, tôt ou tard, vous pouvez perdre votre carte verte. Donc, pourquoi ne pas prendre la nationalité américaine? J'ai la double nationalité et travaillé aux États-Unis pendant 21 ans et travaille maintenant en France depuis 3 ans. Dois-je déclarer mon trust dans ma déclaration d'impôt, même s'il n'a pas de valeur financière associée à ce trust? Votre trust n'est pas valable, donc enfin, il n'y a rien à déclarer. Le trust, il n'existe plus. De toute façon, le trust, il est lié à un État. Et vous n'êtes plus aux États-Unis, donc vous pouvez l'annuler, le trust.
Il n'a aucune valeur. Aucune. Si c'est un living trust. Un irrevocable trust, c'est plus compliqué. Donc, à voir quel type de trust vous avez fait. Les simulateurs de retraite en ligne, US, SSA France, et semblent basés sur notre historique de carrière. Prennent-ils donc le ratio carrière-trimestre 35 et 43 ans dans le résultat? Non. Non, non. Enfin, à ma connaissance, pas. À ma connaissance, ils ne prennent pas ça en compte parce que non, c'est pas le cas le plus courant d'avoir des carrières. C'est de plus en plus courant, mais non, non, ils prennent pas ça en compte. Si vous êtes américain résident en France et que vos héritiers sont aux USA, êtes-vous imposé en France, vos biens aux USA? Oui, vous êtes imposé en France. L'important, c'est le pays de résidence de la personne qui meurt, pas de la personne qui reçoit l'argent. Je suis franco-américaine et je vis et travaille aux US et je prends ma retraite et rentre en France l'an prochain. Pouvez-vous recommander un cabinet comptable en France qui peut s'occuper de faire mes déclarations d'impôts françaises et américaines? Merci. Euh, Il y en a un que je connais qui s'appelle Jade Fiducial, qui est assez connu. Euh, Jade, Jade. À, à part eux, il n'y a pas vraiment, y a pas vraiment grand monde qui fait ça, ou du moins, j'en connais pas d'autres. Si vous n'avez pas la nationalité américaine, vous n'avez pas le droit au chômage aux USA, et même chose pour la retraite. Non, non. Vous avez le droit à la retraite aux USA, que vous soyez américain ou pas. Et puis en plus, le chômage, enfin, si vous avez le droit, si vous êtes pas de nationalité américaine, vous avez le droit au chômage, heureusement. Si. Si vous êtes résident américain, si vous êtes résident français, c'est différent. Si vous êtes résident américain, vous avez le droit au chômage. Hein, pour vous donner une idée, je suis de nationalité américaine. J'ai eu ma nationalité américaine en 2013. 2010-2011, j'ai bossé comme consultant. Je me suis fait licencier, j'ai touché le chômage. Aucun problème. J'étais pas de nationalité américaine. Donc non, non. Ça, encore peut-être une légende urbaine, je ne sais pas, mais après, la retraite, non. Là, par contre, la retraite, il n'y a pas de problème, vous y avez droit, hein, que vous soyez de nationalité américaine ou pas. Si vous êtes américain et résident en France et que vos héritiers sont aux USA et que vous imposez en France vos biens aux USA, ok, donc ça, j'y ai répondu déjà. Can you still claim your residence in France is your primary residence even if you stay less than 6 months? Ça va être difficile. Si vous pouvez essayer. Ça va être un peu plus difficile. Il faut prouver que la majorité de vos intérêts sont en France. Enfants, actifs, etc., biens immobiliers, enfin, ça va être plus difficile. Si on achète une maison en France avant de partir des US, est-elle considérée comme un logement secondaire jusqu'au départ, sachant que le logement aux US est une location? Oui, c'est considéré comme une résidence secondaire. Vous n'y vivez pas, donc ce n'est pas considéré comme une résidence principale. Étant de nationalité franco-américaine, né en Allemagne, ayant eu tout mon parcours professionnel aux US, fonctionnaire, puis-je obtenir un numéro de sécurité sociale française? À partir du moment où vous êtes résident français, vous aurez un numéro de sécurité sociale française. Mais ouais, enfin, il n'y a pas. Numéro de sécurité sociale français, c'est pas la même chose que numéro de sécurité sociale américain. Ça a moins de valeur. Hein, mais ouais, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous êtes résident et que vous avez l'assurance santé, etc., vous aurez un numéro de sécurité sociale en France. Si on a la double nationalité ainsi que ses propres enfants, peut-on choisir la fiscalité US avantageuse pour les successions? J'aimerais bien. Non. Pas si vous êtes résident français. Vous ne pouvez pas choisir quelle loi sur les successions fiscales s'applique. Fiscale. Civile, c'est différent. Pouvez-vous revenir sur le risque de clôture du 401k par l'institution financière? Comme je le disais, 401k, c'est différent des autres comptes. Il y a extrêmement peu de risques qu'il vous clôture votre 401k. Ce que je disais, c'est pour ça que j'ai fait un slide particulier. Je disais, le 401k, c'est différent. Hein, et donc, il y a peu de chances que votre 401k soit clôturé si vous quittez les États-Unis. Par contre, ARA, etc., ça, c'est possible. Ou alors, si votre entreprise change de provider pour le 401k, qui vous disent, bah non, on est passé de Fidelity à Empower, euh, vous devez bouger votre 401k dans un rollover ARA. Si vous êtes en France, vous ne pourrez pas ouvrir un rollover ARA de France. Ça, c'est dangereux. Double nationalité. Question. Est-ce que le calendrier des impôts français et américains sont différents? Oui. Oui, oui. USA, c'est 15 avril et France, c'est. Et dites-moi si je me gourre, s'il y a des Français dans la salle. Je crois que c'est mai, il me semble.
mi-mai ou fin mai. Mon visa, donc en général, mes clients qui ont une déclaration en France font une extension de la déclaration américaine jusqu'au 15 octobre et puis attendent de faire leur déclaration française. Comme ça, ils peuvent prendre les impôts de leur déclaration française et les déduire de leur déclaration américaine. Mon visa de travail se termine, j'ai du patrimoine immobilier, j'ai un enfant américain. Si je crée un trust avec bénéficiaire principal enfant, est-ce que je peux nommer un bénéficiaire secondaire résident en France? Aucun problème. Vous pouvez nommer un bénéficiaire n'importe où. Français-américain. C'est quoi les dates clés pour impôt si retour en France imminent? Je comprends pas très bien au point de vue de devenir résident fiscal d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de date clé pour les impôts. Hein. Une fois que vous rentrez en France, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, peut-être je ferai un slide là-dessus d'ailleurs, il y a trois possibilités. L'année prochaine, il y aura trois possibilités pour vos impôts de cette année. Première possibilité, vous êtes considéré résident américain pour toute l'année. Vous payez vos impôts aux États-Unis l'année prochaine. Deuxième possibilité, vous êtes considéré résident français sur toute l'année. Et donc, vous payez vos impôts en France. Troisième possibilité, vous êtes considéré résident américain pour la partie de l'année que vous avez passée aux États-Unis et résident français pour l'autre partie de l'année. Donc, il y a ces trois possibilités-là. Comment on sait quelle possibilité? Demander à un comptable. Ils n'arrivent pas à me répondre. Donc, demander à un comptable. Pour les trimestres de retraite dans plusieurs pays, si on a fait 10 ans dans 4 pays différents, il va falloir choisir 2 pays seulement, correct. Et donc, ne prendre en compte que 20 ans, potentiellement. Ça dépend des 4 pays, mais en général, oui. J'ai un contrat de travail de 5 ans aux États-Unis. Est-ce que j'ai des applications de type WISE? Est-ce que des applications de type WISE restent le moyen le plus rentable de rapatrier ces économies compte bancaire classique lorsque je rentre en France? D'autres suggestions? Merci pour le webinaire. De rien. Non, non, c'est la même chose que vous restiez 5 ans aux États-Unis ou pas. WISE, c'est mieux. Ah, Marc, je ne vais pas dire le nom de famille, mais je le connais. Prise en compte des trimestres de plusieurs pays, dans mon cas USA plus Belgique, je dois dire l'un ou l'autre. Normalement, non. USA plus Belgique, on peut avoir les. Alors, est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une affirmation? USA plus Belgique, parce qu'il y a un traité USA-Belgique. Donc, si c'est USA-Belgique-France, là, probablement deux. Si c'est USA-Belgique, non, normalement, ça s'additionne. Enfin, à mon avis, ça s'additionne. Mais, mais peut-être pas. Hein. Je ne suis pas un spécialiste de la Belgique, même si je viens de Lille, qui est très proche de la Belgique. Merci pour la présentation. Ce serait génial d'avoir une présentation thématique sur le sujet Fire ou Expat Fire. Ah, pas une mauvaise idée. J'ai quelques clients qui sont Fire, pour ceux qui savent pas, c'est retraite, retraite anticipée. Est-ce que la maison aux US est à prendre en compte dans l'IFI? Oui, bonne question. Alors, l'IFI, c'est un petit peu différent. Donc, tout le monde a peur de l'IFI. Alors, déjà, l'IFI, c'est pas grand-chose. C'est 1%, 1,5%, un truc comme ça. L'IFI se déclenche à partir de 1,3 million d'euros de patrimoine, mais le calcul, quoi faire simple quand on peut faire compliqué, ça se déclenche à 1,3 million d'euros, mais le calcul se fait à partir de 800 000 euros de l'IFI. De mémoire, il y a 5 ans de délai de carence. Quand on rentre en France, pendant 5 ans, on n'est pas soumis à l'IFI et on a des propriétés. Après 5 ans, c'est là que ça tombe. Et oui, c'est sur le patrimoine mondial. Bonjour, merci pour ce Zoom très informatif, de rien. Pourriez-vous m'envoyer un email pour le prochain Zoom sur les retraites? Merci. Non, je ne peux pas vous envoyer un email parce que je n'ai pas votre email déjà. Et puis en plus, vous pouvez aller sur mon site web dans la partie webinaire et vous inscrire sur les autres webinaires. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis dans l'email que vous avez reçu pour ce webinaire, normalement, il y a d'autres liens avec les autres webinaires. Veuillez expliquer le droit des successions pour les résidents français citoyens américains si vos héritiers sont aux USA et vos biens aux USA. C'est la loi des successions françaises qui s'applique. Si vous êtes résident français, vous avez, je ne sais pas moi, 1 million de dollars, 2 millions de dollars aux USA, tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros, on va dire 100 000 dollars, taxé à 5 à 45%. Donc sur les 2 millions de dollars, en gros, il y aura 600 000 dollars, hein, probablement, parce que c'est progressif, 600 à 800 000 dollars qui vont partir au fisc français. En France, on n'aime pas
On n'aime pas que les gens ne travaillent pas pour leur argent. Hein, donc, on n'aime pas qu'il y ait une grosse transmission. On n'aime pas les dynasties où il y a des transmissions d'argent d'une génération à l'autre, etc. En France, on n'aime pas ça. Côté IS, est-il vrai que le One-for Elimination Provision de la Social Security côté IS réduit votre retraite US en fonction de ce que vous avez cotisé en France? Et si vous cotisez plus de 30 ans, ils appellent ça la substantial earning. Est-ce que j'ai droit à 100% de la retraite US pour la petite retraite en France basée sur ce que je cotise? Donc la Win4 Provision hein, pour les gens. Donc ça, j'en parle dans mon webinaire sur les retraites, hein, pas forcément dans ce webinaire-là. Mais effectivement, si vous avez une retraite française qui est importante, ça peut réduire votre retraite américaine. Ça s'appelle la Windfall Provision. Euh, donc, vous n'aurez pas 100% d'une retraite américaine, vous pouvez avoir 80% d'une retraite américaine. Ils prendront en compte la retraite que vous recevez en France. Ce n'est pas une question de cotisation, c'est une question de retraite, hein, de montant de la retraite que vous aurez en France. Quel est le taux du capital gain tax sur les gains immobiliers supérieurs à 500 000 $ par couple? Long term capital gain, 15%. Si vous gagnez en totalité, et ça inclut les gains moins de 553 000 $, plus de 553 000 $, 23,8%. Au niveau fédéral. Au niveau étatique, ça ne change rien, c'est considéré comme revenu. Dans certains États, ils ont des taxes sur les capital gains. Alors, Olivia. Donc, aux États-Unis actuellement, pour le Roth IRA, si on devient résident français, les US fermeront le Roth IRA. Si vous mettez une adresse française, oui. Si cela arrive avant 59 ans et demi, y aura-t-il une pénalité à payer du côté US du fait d'obtenir les fonds du Roth IRA avant les 59 ans et demi à cause de cette fermeture? Absolument. 10% de pénalité sur les gains. J'ai l'intention de partir des US pour travailler en France, temporaire ou permanent. Pas décidé. Je fais mon re-entry permit pour maintenir ma green card. Est-ce que c'est la France qui deviendra ma résidence principale ou bien ça reste les US? Ah, non, la France sera votre résidence principale. France sera votre résidence principale, ça c'est clair. Par contre, c'est comme si vous étiez, on va dire, pour simplifier, il y a des subtilités, c'est comme si vous étiez en double nationalité en France. Donc, tout ce que j'ai dit pour la double nationalité, c'est potentiellement valable pour la green card si vous êtes en entry permit. Voilà. Donc attention. Donc ce cas-là, c'est un peu une gray area. Parce que par exemple, je disais pour les doubles nationalités, vos investissements aux États-Unis sont taxés aux États-Unis, mais pas en France. Pour les gens qui sont en green card, en théorie, ça devrait être ça. En pratique, j'ai pas réussi à avoir l'information. Donc pour moi, je le traiterais comme si il y avait la nationalité américaine, mais c'est pas clair. Parce que le traité franco-américain, à ma connaissance, ne parle pas de gens qui sont en green card, il parle de gens qui ont la citizenship. Voilà. Et j'ai du mal à trouver certaines informations parce qu'il y a assez peu de gens qui sont aussi spécialisés que moi hein, sur la France et les États-Unis. Et les avocats, ils connaissent bien certains aspects, mais pas certains autres aspects. Et puis certains avocats ne sont pas d'accord entre eux aussi. Donc ça devient compliqué quelquefois. Si vous êtes à la retraite et quittez les USA pour la France, avec la double nationalité, et que vous faites envoyer la Social Security US en France, est-elle taxée en France? Elle a déclaré, ça c'est sûr. Euh, Potentiellement, elle ne sera pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Avoir une question pour un comptable. J'ai un doute. Tout d'un coup, j'ai un doute. Il me semble qu'elle sera taxée en France et ce que vous êtes taxé aux États-Unis est retiré à ce que vous serez taxé en France. Mais j'ai un doute confirmé avec un comptable. Tout d'un coup, j'ai un doute. Ça fait longtemps que j'ai pas vérifié ça. Euh, la difficulté, faut pas qu'il vous envoie un chèque. Parce que là, j'ai un client qui a reçu un chèque de la Social Security, il n'arrivait pas à le déposer en France. Parce que les banques refusaient de déposer un chèque en dollars. Double nationalité, mari, retraite, femme toujours active. Est-ce que vous connaissez recommander une agence pour aider à trouver du travail en France? Non, malheureusement, je connais pas d'agence pour trouver du travail en France. Si je retourne résider en France, mais je reste employé aux USA, travail à distance. Ah, une question qui est revenue pas mal cette dernière année, cette question est revenue pas mal, donc je suis assez au point sur ce qu'il va falloir faire. Je suis de nationalité américaine et française. Je devrais payer des impôts en France et USA. Et question additionnelle, est-ce que Puma serait l'option pour la santé ou il y en a d'autres? Alors, plusieurs choses là-dessus.
Si vous travaillez en France et que vous restez employé aux USA, votre boîte aux USA a des obligations par rapport au fisc français. Ouais. Parce qu'ils doivent payer les CSG, CRDS, les trucs sociaux, etc. Donc, vous ne pouvez pas travailler en France sans que votre boîte fasse quelque chose avec le fisc français. C'est la mauvaise nouvelle. Donc, si vous voulez travailler en France, vous pouvez travailler à votre compte, faire un système d'auto-entrepreneur ou monter votre société et facturer une société américaine. Là, ça marcherait. Mais vous ne pouvez pas travailler en France, enfin, sans l'autorisation de votre boîte. Donc, ça va poser problème. Euh, non, après, vous serez couvert par Puma et puis vous choisissez une mutuelle pour tout ce qui est santé. Choisissez une mutuelle et puis il n'y a pas de problème. Vous serez couvert par Puma. Vis-à-vis, mais c'est pour ça que aussi la boîte américaine a des devoirs de paiement, de choses comme ça sur le fisc français. Donc, vous ne pouvez pas travailler sur le territoire français pour une boîte américaine sans que la boîte américaine fasse des déclarations en France. Et puis après, ça dépend si la boîte américaine a une branche en France ou pas. Enfin, c'est assez compliqué. Vis-à-vis de l'IRS, la définition de la résidence principale que vous venez d'évoquer s'applique-t-elle lorsque celle-ci se trouve en France? Par exemple, pour revendre un bien français après y avoir habité 2 ans au retour en France. Est-ce que ça s'applique? Oui, ça s'applique au retour en France, mais le problème, c'est que la règle pour la France, pour une résidence principale, est différente. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais de mémoire, parce qu'entre la France et les États-Unis, hein, dans le quand on fait mon métier, il y a, je sais pas, 100 000 trucs à retenir. Il y a 100 000 cas différents. J'en connais peut-être 60, 70 000 comme ça, là, tout de suite. Et puis, il y a les 30 000 qui restent. Il faut que je regarde, il ne faut pas que je confonde, etc. Donc, vérifier ce qui est considéré comme une résidence principale en France. Je ne sais plus mais de mémoire, mais je me trompe peut-être complètement. Donc désolé si je me trompe, donc à vérifier. Il faudrait y avoir resté 6 ans dans les 10 dernières années, que ce soit considéré comme une résidence principale en France. Donc le problème, il ne va pas être côté US en termes de résidence principale, il va être côté français. Mais à vérifier. À vérifier parce que je confonds peut-être avec une autre règle. La sécurité sociale est-elle imposée en France si vous résidez en France? Donc ça, j'en ai parlé. Hop. I have lived in the US. I've lived in the US over 15 years on work visa and filled my taxes every year, but I moved back to the US since October and didn't feel for my liable. Ok, alors, la personne a vécu aux États-Unis pendant 15 ans, un visa de travail. Ouais, donc là, il y a eu un problème. La personne est anonyme, donc je ne sais pas qui a marqué ça, mais je crois qu'il y a eu un problème dans la façon dont la question a été posée, hein. Si je lis tel quel, I have lived in the US for over 15 years on work visa and filed my taxes every year, but I moved back to the US since October 2023 and didn't file for the 2023 tax year. Am I liable? Donc j'imagine, I have lived in France for over 15 years. Et vous êtes revenu aux États-Unis en octobre 2023. À voir avec un comptable. Potentiellement, oui. Vous auriez dû faire quelque chose côté américain entre octobre et décembre. Euh, je vais rapidement regarder pour cette histoire de taxation. Euh, juste vérifier rapidement si je peux trouver la réponse. Oui, c'est taxable en France. La retraite américaine, a priori, c'est taxable en France, mais c'est pas doublement taxé, encore une fois, hein. Voilà, donc, faut regarder un peu plus précisément. Donc, mais oui, c'est taxable en France, à voir avec un comptable. Vous n'avez pas répondu à ma question, Guillaume. Pouvez-vous, alors, Famina, vous n'avez pas répondu à ma question, Guillaume. Pouvez-vous envoyer la date de votre prochaine session sur la retraite en septembre, avez-vous dit? Donc, si j'ai répondu à cette question, j'ai dit que vous deviez aller sur mon site web, dans la partie webinaire, où vous trouverez toutes les dates en août et en septembre, et où vous pourrez vous inscrire. Ok. Donc, allez là-dessus, inscrivez-vous, hein, c'est sur mon site internet, hein, et c'est aussi dans l'email que vous avez reçu. Voilà. Donc là, tout le monde est témoin, j'ai répondu.
If I have a secondary residence in France and I'm a US citizen, will France tax my passive income from the US and will France tax me on earning a secondary residence there? Non. Si vous avez une résidence secondaire en France, la France ne taxera pas vos revenus aux États-Unis. Par contre, si cette résidence secondaire est louée en France et a des revenus, ça sera taxé par la France. Donc oui, vous serez taxé en France sur cette résidence secondaire, en taxe foncière, property tax, par exemple. Ah, déclaration en France fin mai. Merci, Christine. Je me suis mis mai, fin mai. OK. Ce qui me semblait, c'était effectivement, c'est en mai, mais c'est fin mai. Donc voilà, ça c'est confirmé. Est-ce que le 403B non-profit suit les mêmes règles que vous avez énoncées pour le 401K? Oui. J'ai pas dit 403B, 400A, 427B, tout ça, ça suit les mêmes règles. Absolument. Tous les patrimoines internationaux sont-ils imposés si vous êtes résident français en cas de décès non citoyen français? Oui, oui. Patrimoine internationaux, absolument. Tout est, que vous êtes dans un pays, la règle générale, c'est quand vous êtes dans un pays, et il y a probablement des exceptions, c'est quand vous êtes dans un pays, vous êtes taxé selon la règle de succession du pays où vous êtes. Donc il y a certains pays où il y a 0 $ d'impôt sur les successions, la France n'en est pas un. Donc ça, c'est un des gros problèmes. C'est un problème, mais c'est un des gros sujets avec la France, c'est tout ce qui est transmission du patrimoine. Bonjour Guillaume, merci pour ce webinaire, de rien. Au sujet de Fidelity et 401k, si on garde une adresse physique aux États-Unis, peut-on garder son 401k chez Fidelity en ayant déménagé en France? Oui, aucun problème. Franco-américain, j'ai un don financier de limite annuelle pas imposable à ma sœur. J'ai fait un don financier à ma sœur. OK. Dois-je payer des impôts en France? Non. Si vous êtes résidente américaine, vous êtes soumis à la loi sur les donations américaines. Il y a rien à faire. Il n'y a rien à faire côté français. Par contre, votre sœur doit déclarer. Il y a un formulaire. Il faut regarder un de mes articles dans le. Il y a un formulaire, je ne me souviens plus du chiffre, 75-20, non, je ne sais plus. Regardez un de mes articles dans mon blog sur les donations. Il y a une déclaration côté français à faire, qu'elle a reçu une donation. Mais ce n'est pas taxable. Quand vous dites que les trimestres travaillés aux US comptent pour la retraite quand on est en France, pourquoi alors doit-on continuer de cotiser à la retraite en France? Quand vous dites que les trimestres travaillés aux US comptent pour la retraite en France, pourquoi alors doit-on continuer de cotiser à la retraite en France? Je ne comprends pas la question. Si vous avez 43 ans de trimestre, parce que vous avez pris trimestre aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de travailler en France en termes de temps. Par contre, vous pouvez travailler en France pour avoir un plus gros montant de votre retraite. Il n'y a pas que la question temps, j'ai dit la question montant, mais oui, il y a pas de si vous avez les 43 ans, il n'y a pas de raison de travailler plus. Enfin, en termes de retraite. Après, il y a plein de raisons pour travailler, même quand on a une retraite pleine. Le système des deux pays pour le calcul des retraites inclut-il la Suisse? Merci. Oui. Donc, si vous avez travaillé en Suisse en partie, va falloir choisir. Pouvez-vous revenir sur le décompte en France des trimestres dans la situation où l'on travaille dans plusieurs pays, donc pays européens, Canada et USA? C'est simple. En général, et il y a des cas particuliers, en général, quand vous avez travaillé dans plusieurs pays, vous devez choisir 2 des pays pour demander votre retraite. Et dans ce cas-là, vous perdez la retraite des autres pays. Ah, mon poste sur le choix des trimestres USA et Belgique était mon retour d'expérience perso, c'est la position de nouvelle vie, il faut choisir entre les deux. Ah bah voilà. Donc pour la Belgique et les États-Unis, je suis surpris, mais apparemment, il faut choisir entre les deux. Merci Marc de préciser ça. Pour le délai de 5 ans sur les filles, est-ce lié au statut d'impatrié ou cela s'applique à tout le monde, impatrié ou non? À ma connaissance, c'est pas lié au statut d'impatrié. C'est pour tout le monde. À ma connaissance. À vérifier, c'est une bonne question. Les cartes de crédit, vous avez des conseils, on garde ou pas? Le crédit à conso en France, le crédit à la conso en France, c'est pas top. Euh, les cartes de crédit, alors je comprends pas la question. Est-ce que en cas d'un retour en France, est-ce que vous devez garder vos cartes de crédit américaines? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que vous pouvez préciser les choses un petit peu, Damien, parce que je ne comprends pas tout à fait la question. Y a-t-il des écueils à éviter dans l'intégration d'une LLC
Revocable Living Trust en Californie. Non, enfin, pas comme ça, là. Je le fais systématiquement avec mes clients quand ils ont une LLC. On l'intègre dans le trust et ça pose pas de problème a priori. Là, je vois qu'il est 11h30, hein, Pacific Time. Vous pouvez partir, hein, je vais continuer à répondre aux questions. Il m'en reste 8. Peut-être qu'il y en aura une dizaine. Mais je vais continuer à répondre à vos questions. De toute façon, encore une fois, c'est enregistré. Et puis, j'enverrai l'enregistrement à tout le monde, hein, donc vous inquiétez pas. Merci pour la présentation. Super niveau de connaissance sur de nombreux sujets, pas forcément simples, oui. D'un point de vue global, recommandez-vous le passeport US et de garder l'ensemble des investissements aux US pour ensuite passer du temps en France, mais en évitant de devenir résident fiscal français? Oui. Si je résume, oui. En général, encore une fois, il y a des cas particuliers, etc., mais en général, je conseille de prendre la nationalité américaine et si possible de rester résident américain euh, euh, quand on part en France, mais c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible de garder une résidence fiscale américaine quand on habite en France. Sorry, I meant I lived in the US and moved back to France. I'm not a US citizen nor resident. I'm there on a work visa. Ok, merci Famina. Euh, merci Alain. To avoid inheritance taxes in France, can we generate an irrevocable trust in the US? Ah, très bonne question. Donc celle-là, je vais la traduire en français parce que c'est une question que j'ai assez peu souvent. Est-ce qu'on peut faire un irrevocable trust aux États-Unis? Donc, un irrevocable trust, c'est intéressant parce que ça va sortir une partie du patrimoine et ça va le mettre dans une structure, hein, qui est un trust. Donc là, qui est le trust qu'on voit dans les films, hein, qui va sortir. Donc on se dit, bah, on a sorti le patrimoine, donc on rentre en France, on n'a plus ce patrimoine-là. Ça devrait marcher. Eh ben non, ça ne marche pas parce que la France ne reconnaît pas les trusts et considère d'un mauvais œil les trusts. Donc euh, la personne qui va faire les revocable trusts va envoyer son patrimoine dans le trust aux États-Unis et va partir en France. Et ben la France va dire non, non, ce trust, parce que c'est vous qui avez fait le trust, qu'il y a dans le trust, ça rentre dans votre patrimoine si vous mourrez. Donc non, ça ne marche pas du tout. Je suis en train, et j'ai du mal, je suis en train d'essayer de voir s'il y a une manière de faire quelque chose, genre une donation en nue propriété avec des stocks, etc., avant de partir, hein, donner la propriété à quelqu'un, aux enfants en général, et garder l'usufruit. Donc par exemple, on aurait l'idée générale, et vous pouvez discuter avec un avocat fiscaliste et m'en parler parce que je n'ai pas encore trouvé la personne qui pouvait me répondre vraiment là-dessus. L'idée, ça serait de faire une LLC. La LLC investit dans des actions et puis, on fait une donation des parts de cette LLC quand on est aux États-Unis, donc jusqu'à 13,6 millions de dollars. Une donation de propriété, et puis tous les revenus de cette LLC, elles restent à vous. Vous avez l'usufruit. Vous repartez en France, la propriété de cette LLC, elle est à vos enfants, pas à vous. Donc, ça rentre pas dans la transmission du patrimoine. C'est possible de le faire avec l'immobilier, une donation de propriété ici aux États-Unis avant de partir. J'ai pas trouvé d'avocat qui m'a dit clairement que c'était possible de le faire en faisant une LLC ou que c'était facile, etc. Hein, parce que on est vraiment dans un créneau très très pointu, un très très particulier, parce qu'ici, si c'était aux États-Unis, on ferait un trust et puis voilà, puis on est tranquille. Mais mais il n'y a pas de bonne, j'ai pas trouvé le bon système pour l'instant. Je ne désespère pas. Quel est le meilleur moyen de transférer l'argent entre les USA et la France? Wise.com. Y a-t-il une recommandation de site? Wise.com. Et est-ce qu'il y a des limites de transfert dans les sommes d'argent? Il n'y a aucune limite de transfert. À propos de Fidelity, nouveau, décidément, peut-on garder notre 401k avec eux sans garder une adresse aux États-Unis? Pas de double nationalité? En théorie, oui, pour l'instant. J'ai pas eu de retour comme quoi Fidelity fermait les comptes si vous mettiez une adresse française dans le 401k. Ça peut changer. Ça peut changer. Hein. Donc, ce que je vous dis là, c'est à l'heure d'aujourd'hui. Ça peut changer. Je parle des cotisations payées auprès de la CFE, même si on cotise aux US, on a obtenu la carte de crédit nécessaire. Non, ça sert à rien de cotiser à la CFE.
Oui, beaucoup de gens cotisent à la CFE en croyant, bah, comme ça, je vais valider mes trimestres en France. Non, la CFE, euh, ça sert juste ça servira juste au calcul. Mais non, je conseille à mes clients qui vont rester aux États-Unis de ne pas cotiser à la CFE. Ça ne sert à rien. L'argent que vous mettez dans la CFE, elle sera mieux dans un 401k et en plus, vous validez les trimestres. Donc non, il y a pas de raison de cotiser à la CFE. Ah, Damien, il va essayer de me réexpliquer ces histoires de cartes de crédit. On garde des cartes de crédit US, d'accord. Ouvertes ou pas une fois de retour en France. Ou y a-t-il des désavantages où habituellement les personnes choisissent de clôturer? C'est la même chose pour l'adresse physique emailing. Euh, j'ai les deux. J'ai des gens qui choisissent de ne pas s'embêter avec des cartes américaines. J'ai des gens qui gardent des cartes américaines. Ça pose pas de problème. Ça a posé un problème à la banque américaine. Si elle découvre que vous faites des achats en France systématiquement, à un moment, ils vont vous envoyer un message pour dire prouvez que vous êtes toujours résident français. Résident américain. Prouvez que vous êtes toujours résident américain. Et si vous n'êtes pas résident américain, euh, bah, possible qu'ils ferment vos comptes. Donc, attention à ça. Présentation géniale. Merci, Soleil 13. Couple binationaux. Est-ce que du point de vue taxation, un des époux reste résident américain et l'autre résidente française? Si vous êtes un couple binational, enfin, si l'un reste aux États-Unis et l'autre est en France, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, où j'avais un des époux aux États-Unis, un des époux en France, ben, l'un était résident français, l'autre était résident américain. Et dans ce cas-là, potentiellement, il y a des. Non, il n'y a pas grand-chose à faire si vous êtes en double nationalité, mais si vous êtes tous les deux en France, vous êtes tous les deux résidents français. Si on réside dans trois pays différents, États-Unis, France, Espagne, où sommes-nous considérés résidents nombre de jours à même si moins 283 jours pour chaque. Ouais. Donc ça, c'est aussi un cas que je vois de temps en temps, où j'ai des clients qui, euh, qui voyagent dans le monde, donc ils ne sont jamais résidents en termes de jours, ils ne sont jamais résidents d'un seul pays. On va considérer, on va regarder le pays de votre nationalité d'abord. Est-ce que c'est la France, est-ce que c'est les États-Unis? Dans votre cas, c'est les deux. J'imagine. Vous êtes double national. Donc ça ne va pas jouer. Donc, ils vont regarder où sont vos intérêts principaux. Est-ce que c'est plutôt aux États-Unis, vos enfants, vos amis, etc. sont plutôt aux États-Unis? Est-ce que vous avez une maison aux États-Unis? Est-ce que vos actifs sont aux États-Unis? Parce que là, vous serez considéré résident américain, voilà, en général. Français avec carte verte pour prendre la nationalité américaine, entre avantages et inconvénients, que recommandez-vous si on ne peut pas garder une adresse fiscale? Vous pouvez garder une adresse fiscale. Vous pouvez garder une adresse fiscale aux États-Unis. Comme je l'ai dit, ça peut être votre ancienne adresse fiscale où vous y habitez plus. Donc, il n'y a pas de raison. Si là, vous avez une adresse un jour aux États-Unis et que vous l'avez toujours, vous gardez cette adresse, vous ne la changez pas. Par contre, la mailing adresse, l'adresse courriel, là, vous la changez. Euh, donc, prendre la nationalité américaine, ça n'a pas de lien avec l'adresse fiscale. Fidelity 401K. Allez, troisième question là-dessus. Il me semble que vous avez fait deux réponses différentes. C'est possible que j'ai fait deux réponses différentes. Peut-on ou non mettre une adresse française sans que Fidelity ferme votre 401k? Oui, on peut. Voilà, là, c'est une seule réponse. Oui, on peut aujourd'hui, mais c'est possible que ça change. C'est la deuxième partie de la réponse. C'est risqué. Je suis confus sur ton commentaire concernant la nécessité ou pas de conserver une adresse US pour conserver un 401k chez Fidelity. Ah ouais, bah j'ai dû répondre, j'ai dû pas répondre correctement sur l'histoire de Fidelity. Oui, vous pouvez mettre une adresse française. Fidelity, à ma connaissance, ils ne fermeront pas, mais il y a un risque. Il y a un risque que dans le futur, ça change. Il y a un risque dans le futur, bah, ils disent bah non, en fait, tous les 401k qui ont une adresse française, on les vire. Ou alors, si le 401k change demain, si l'employé dit bah, on n'est plus chez Fidelity, on est chez Empower, vous ne pouvez plus garder votre argent chez Fidelity, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pourrez pas rouvrir un compte avec une adresse française. Donc ça, ce sera compliqué. Donc c'est dangereux de faire ça. Donc la réponse est oui, mais attention. Pour info, carte de crédit, 2 ans en Angleterre, à utiliser ma Capital One pour tous mes achats au quotidien, aucun souci. Ouais, donc on peut utiliser voilà, Capital One, là, une carte de crédit, la personne a une carte de crédit depuis 2 ans aux US, aucun problème. Le selling permit pour binationaux,
et ceux qui quittent la Californie. C'est suffisant pour prouver la non-résidence en Californie? Ils veulent leur state tax. Ouais, enfin, c'est pas suffisant, mais c'est assez facile, hein. Enfin, le selling permit, ça sera un point de plus, mais vous dites, bah voilà, j'habite en France, voilà, voilà mon. euh, à partir du moment où vous partez de la Californie et que vous dites, bah voilà, ma résidence en France, et vous donnez quelques preuves, non, ils vont pas, il y a pas de souci. Mais vous dites que vous avez plus d'adresse en Californie, ça posera pas de problème. La confusion sur Fidelity venait de la réponse sur les investissements non 401k versus 401k. Ah, ok. Ouais, donc ça, c'est vrai que, et je l'avais dit hein, quand j'ai parlé des slides, il va y avoir des confusions. Parce que les 401k, c'est vraiment différent. C'est vraiment protégé. Les autres comptes chez Fidelity, ARA, etc., ça, c'est pas protégé du tout. Hein, donc c'est peut-être ça, c'est ça effectivement la confusion. Hein, donc 401k, c'est un compte protégé, ou plus protégé que les autres comptes. ARA, brokerage account, etc., chez Fidelity, vous changez l'adresse, vous êtes dehors, direct. 401k, plus protégé. Alors, merci d'avoir. Ouais. Non, je sais, il y a des confusions. Voilà, fini les questions. Merci à tous d'être restés. Hein. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Courageux. Moi, je m'amuse bien, hein, mais je sais que pour les gens qui parlent un conseil financier, c'est pas toujours le cas. Je vous souhaite un bon été et peut-être que je vous reverrai pour mon webinaire sur la retraite et sur les investissements dans les 2 prochains mois. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à me contacter pour n'importe quel besoin. Euh, voilà. Et puis si j'ai pas eu le temps de répondre à vos questions, vous m'envoyez un email, pas de problème, Guillaume at wefinancial.com et je réponds dans les 24 heures. Donc si je réponds pas dans les 24 heures, c'est qu'il y a un problème. Ok. Merci à tous. À bientôt.